Donc voilà, on va pouvoir commencer. Ça va pas durer extrêmement longtemps, hein, mais je vais juste faire un petit point sur les fameux gradient factors et les M-values, comme on dit de temps en temps, donc un certain nombre de concepts qui sont dans les ordinateurs modernes pour gérer ça. Ma motivation pour faire cette petite vidéo, c'est que je me suis aperçu cet été en plongeant avec différentes personnes que beaucoup d'entre elles n'avaient qu'une idée assez vague de ce que ça voulait dire, et de plus en plus les plongeurs s'achètent des ordis super sophistiqués. Dans notre club, ça ne fait pas exception à la règle. Vous savez qu'il y a plein de gens qui ont acheté des ordis, des Genius, Mares ou des choses comme ça, qui permettent d'utiliser cette technique de réglage. Et c'est super intéressant parce que c'est très précis, ça va dans le sens de la sécurité, etc. Pourvu qu'on sache ce qui se passe derrière et qu'on sache les régler correctement. Mon objectif, c'est juste de vous expliquer ça, de sorte à ce que vous puissiez, quand vous plongez avec des gens, vérifier que s'ils ont des ordinateurs réglés comme ça, ils les ont réglés d'une façon qui est raisonnable. Vous allez voir que suivant comment on fait, dans certains cas, ça peut avoir des impacts, alors sur la sécurité toujours, mais aussi sur la durée des paliers ou des choses comme ça. Et c'est tout à fait désagréable de se retrouver à 3 mètres avec un binôme qui vous annonce 9 minutes de palier alors que vous en avez une, par exemple, hein. Ça, Je confirme. c'est tout à fait embêtant. Et donc, souvent, c'est lié à ça. Et je pense que ça nous est arrivé à tous. Moi, ça m'est arrivé cet été où je suis arrivé au palier de 3 mètres en pensant que la personne que j'accompagnais n'aurait pas de palier parce que moi, j'en avais pas et j'étais encore avec du no déco, etc. Et lui, il m'a annoncé 7 minutes de palier. Bon, on a fait les 7 minutes de palier, bien sûr, hein, et puis après, on a discuté de la façon dont il avait réglé son ordi, et il m'a expliqué, ah bah oui, j'ai vu ça, donc pour la sécurité, j'ai mis telle valeur et telle valeur. Je lui dis, bah oui, mais ouais, la sécurité, mais t'as joué sur un paramètre qui présupposait que tu allais faire une plongée profonde, et donc qui t'a mis beaucoup de paliers, alors qu'on n'a pas fait de plongée profonde, on est resté à 25 mètres, quoi. Donc, voilà. Donc c'est intéressant de savoir ça et mon but aujourd'hui, c'est juste de vous reparler de tout ça, de sorte à ce que si vous jouez avec ces réglages, vous sachiez un peu pourquoi. Donc quelques petits rappels sur la dissolution des gaz, leur application à la plongée, ce que sont les M-values et les gradients factors. Donc M-values, M, ça veut dire maximum, hein, ça ne veut pas dire mean values. Souvent, on fait la confusion, hein. Beaucoup de gens pensent que c'est des valeurs moyennes, alors que en fait, ce sont des valeurs maximum. Maximum de quoi? On va en parler dans quelques instants. Et puis, on verra les impacts que ça a sur les réglages en plongée. Et puis, on terminera par une petite conclusion sur disons, des bonnes pratiques dans en la matière. Alors, la dissolution des gaz, on va aller rapidement. Vous savez tous ce qui se passe quand on plonge, quand on a un gaz qui est au contact d'un liquide. Quand on est dans un état initial, c'est la partie gauche de mon slide ici, on est dans ce qu'on dit en équilibre à saturation, c'est-à-dire que la pression exercée sur le gaz est en équilibre avec la concentration de gaz qui est dans le liquide. Quand on comprime l'air, le gaz au-dessus du liquide, alors si c'est de l'air ou n'importe quoi, peu importe, eh bien, il y a une phase de transition qu'on appelle de sous-saturation, c'est-à-dire qu'il y a des molécules du gaz qui sont en train de se dissoudre dans le liquide. Et ça prend un certain temps pour arriver à un nouvel équilibre, qui est un nouvel équilibre de saturation. Donc ça, c'est ce qui se passe en plongée, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est ce qui se passe dans votre organisme quand vous descendez les composants de l'air, et en particulier l'azote, suivent ce mécanisme-là et se dissolvent dans nos tissus. Je vous rappelle qu'on est composé à une bonne partie majoritaire de liquide, et c'est au-delà de 80% de liquide qui compose notre organisme. Ensuite de quoi, si on fait la manœuvre inverse, il se passe la même chose à l'inverse. On part d'un équilibre. Si on diminue la pression, il y a un état de sursaturation. Et cette sursaturation, vous savez certainement comment elle se peut se manifester dans certains cas. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur le slide, mais il y a des petites bulles blanches et des grosses bulles bleues. Les petites bulles blanches, c'est ce que vous faites quand vous ouvrez une bouteille de coca, une bouteille de boisson gazeuse, une bière, n'importe quoi. Quand vous l'ouvrez, ce qui se passe, c'est qu'il y a du gaz dissous dans le liquide, du champagne,
puisqu'on parlait de champagne tout à l'heure pour Karsten, il y a du gaz dissous dans le liquide. Quand on diminue la pression à la surface du liquide, eh ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sursaturation qui se met en place et ben, le liquide tente à équilibrer la concentration de gaz qu'il a dissous avec ce qui se passe dans l'atmosphère. Et donc, ça veut dire un dégagement de bulles. Et on revient au bout d'un certain temps à un équilibre à nouveau de saturation. C'est ce qui se passe quand vous avez laissé votre bouteille de champagne ouverte pendant 1 ou 2 jours. Ben, vous savez qu'il n'y a plus de bulles dans le champagne. Donc, on est revenu à un nouvel équilibre sans bulles. Et tout ça, c'est le mécanisme qui se passe chez nous. Alors, ce qui est important pour nous, bah, c'est que cette mécanique de désaturation, c'est ce qui va nécessiter notre surveillance dans le domaine de la plongée, hein, puisque dans le domaine de la plongée, bah, cette dissolution, elle va avoir lieu, mais sachez qu'elle est influencée par un certain nombre de facteurs. Alors, vous les avez certainement appris, je vais vous les rappeler parce qu'ils sont pour certains importants dans la prévention, dans les actions qu'on peut prendre et dans ce qui se passe en réalité dans la plongée, hein, puisque il y a 7 facteurs qui jouent sur la dissolution des gaz dans les liquides. Pression, c'est la colonne de gauche de mon slide, pression, nature du gaz, nature du liquide, température, durée d'exposition, surface d'échange et agitation. Et je vous ai mis dans la partie droite ce à quoi ça correspond en plongée, avec une petite note sur bah, ce qu'on peut faire pour agir là-dessus. Par exemple, l'agitation, plus vous faites de mouvements, plus vous facilitez la dissolution des gaz dans votre organisme. Donc, pour éviter de dissoudre trop de gaz, il ne faut pas faire trop de mouvements. Vous reconnaissez des conseils qu'on vous donne en plongée, de ne pas faire des mouvements dans tous les sens, encore moins quand vous êtes à des endroits où la pression est élevée, à savoir en profondeur, pour éviter d'autres problèmes comme l'essoufflement par exemple. La température, j'insiste sur le point de la température. Pourquoi? Parce que, à votre avis, la température agit comment sur la dissolution? Ça dissout plus quand il fait chaud ou plus quand il fait froid? Ah, plus quand il fait chaud, parce que ça augmente la pression. Non, à pression constante. À pression constante, Ah, est-ce qu'on dissout plus quand il fait froid ou quand il fait chaud? il dissout Bah, plus quand quand il il fait fait froid. froid, Ouais, Après, plus, pression donc, constante, c'est quand il le fait facteur de température agit en froid. Attention, on parle de dissolution des gaz et pas des solides, hein. Quand on Mhm. pose la question, souvent on a envie de répondre, ben, plus il fait chaud, plus ça se dissout bien, parce qu'on pense à un gros tas de sucre qu'on met dans un café. S'il est froid, ça ne va pas se dissoudre bien. S'il est chaud, ça se dissoudra mieux. Donc les solides dans un liquide, souvent c'est la chaleur qui favorise la dissolution. Pour les gaz, c'est le C'est contraire. l'inverse. Plus il fait froid, plus on dissout. Donc là encore, l'application en plongée, c'est que plus vous plongez profond en règle générale, plus l'eau est fraîche. Et plus l'eau est fraîche, plus il est important de s'en protéger pour bah, déjà pas avoir froid, bien sûr, mais aussi pour limiter l'effet de cette dissolution. Donc la protection, c'est important aussi. Donc c'est un domaine sur lequel on peut agir, puisque la qualité de la combinaison qu'on porte, bien évidemment, a un impact là-dessus. Alors, la durée d'exposition, bah, chez nous, en plongée, c'est le temps de plonger. On peut agir, évidemment, on peut le mesurer, on peut agir et on peut en tirer des conséquences. La profondeur, c'est la pression. Là aussi, on peut agir, hein, c'est là où on descend en fonction de ce qu'on veut. La nature du gaz, ça va de soi. Donc, en plongée, c'est plutôt l'azote qui nous embête. La nature du tissu, bah, la nature du tissu, on est fait comme on est, hein, donc ça, on ne peut pas y toucher beaucoup. Donc, on ne peut pas vraiment agir là-dessus. Mais vous voyez qu'à peu près tout, on peut agir là-dessus. Et bah, la surface d'échange non plus, on ne peut pas agir beaucoup. Ça, c'est plutôt sur la configuration physiologique des gens. Plus plus la, plus la surface de contact, donc les poumons et le réseau sanguin est importante, plus ça favorise la dissolution. Donc en gros, ça veut dire que des gens plutôt baraqués avec une grosse cage thoracique auront des grands poumons, bah, il y aura plus de surface de contact, donc potentiellement plus de dissolution. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'ordinateurs vous demandent dans leur réglage des éléments sur votre taille ou sur votre poids. C'est pas tant pour surveiller si vous mangez beaucoup ou pas, mais c'est pour avoir une idée de justement cette surface d'échange et influer sur les modèles qui peuvent se faire derrière. C'est clair ça, ces impacts sur la dissolution?
Donc, nous, notre problème, c'est l'azote, hein. Vous savez que dans ce qu'on respire, il y a 80% d'azote et 20% d'oxygène quand on plonge à l'air. Et c'est l'azote qui va jouer ce rôle d'accumulation dans l'organisme et qui va potentiellement générer des problèmes à la remontée au moment de la décompression si on décompresse trop vite. Rappelez-vous le phénomène des bulles tout à l'heure et donc la sursaturation. Cette sursaturation, on va voir que on a constaté qu'il y avait une sursaturation qui était acceptable, c'est-à-dire que le gaz dissous dans un liquide ne fait pas des bulles tout de suite. Si vous diminuez doucement la pression, vous n'allez pas faire de bulles. Par exemple, si vous ouvrez une bouteille de coca très doucement en laissant partir l'air très doucement, vous allez voir qu'il ne va pas y avoir de fabrication de bulles particulièrement importante dans le liquide. Si vous l'ouvrez violemment, il va y avoir un dégazage beaucoup plus rapide. Donc la décompression, c'est vraiment rester dans un intervalle qui sera acceptable pour les tissus de notre organisme, c'est-à-dire ne pas dépasser cette sursaturation critique qui caractérise le comportement des tissus de notre organisme. Alors pourquoi ce n'est que l'azote et pas l'oxygène? Tout simplement parce que l'oxygène, on le consomme et on l'expire très vite. Donc il est phénomène d'échange dans notre organisme et on en dissout relativement peu, puisque lui, il est directement absorbé par nos muscles et par tout ce qui consomme de l'énergie. C'est le vecteur énergétique de notre organisme. Je vous rappelle au passage, pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait des cours au nitrox ou qui sont au nitrox, hein, que le nitrox, son intérêt, il y a beaucoup de gens qui vous disent c'est vachement bien parce qu'il y a plus d'oxygène et donc on est vachement mieux, etc. en plongée. L'intérêt du nitrox, c'est pas qu'il y ait plus d'oxygène, hein. L'intérêt premier du nitrox, c'est qu'il y a moins d'azote. Et comme il y a moins d'azote, on charge moins de l'azote, donc on a moins de paliers, donc c'est plus agréable pour la plongée, on dissout moins, il y a moins de risques, donc tout va dans le sens de la sécurité. Le fait qu'il y ait plus d'oxygène est un phénomène parallèle, on va dire, qui évidemment nous amène une suroxygénation, parce que s'il y a plus d'oxygène, à une pression plus profonde, on en absorbe plus, donc on se sent mieux, mais c'est un phénomène secondaire. Quand on utilise du nitrox, ce qui est important, c'est qu'il y ait moins d'azote que dans de l'air normal pour aller dans le sens de la sécurité au moment de la décompression. Donc on fera aussi des cours au nitrox pour ceux qui ne le sont pas, mais je tenais à vous rappeler ça dès à présent. Alors, si on s'intéresse au modèle de décompression, et juste après, on va parler des fameux M-value et justement gradient factor. Ces modèles de décompression, ils sont fondés, tous, quels qu'ils soient, sur des variations autour d'une logique de modélisation du corps humain par ce qu'on appelle des compartiments. Alors, des compartiments, c'est quoi? C'est un modèle qui représente une vitesse à laquelle ce morceau du corps humain absorbe l'azote et le relâche. Et notre corps aujourd'hui, suivant les ordinateurs, la plupart d'entre eux, mais Eric donnera des précisions sur les marques et tout ça parce qu'il connaît ça par cœur, mais utilise entre 12 et 16 compartiments pour modéliser le corps humain. Ça veut dire entre 12 et 16 façons de se comporter en termes de vitesse d'absorption et de vitesse de relâchement. Il y en a qui absorbent très vite et qui donc relâchent très vite. Il y en a qui absorbent très lentement et qui donc relâchent très lentement. Ça, Et vous c'est par comprenez. exemple, donc, sont les muscles ou c'est la graisse, c'est ça en fait? Oui, c'est Les ça. os? C'est Ouais, les ok. muscles, la graisse, les os, donc le cerveau qui est de la graisse en l'occurrence, les muscles qui sont des tissus qui absorbent pas trop, qui absorbent rapidement et qui relâchent rapidement, les cartilages qui absorbent lentement et qui relâchent lentement, les os qui absorbent encore plus lentement et qui relâchent encore plus lentement, etc. Et donc vous voyez bien que dans ces différents compartiments, un compartiment qui absorbe vite et qui relâche vite, quand vous allez descendre profond, il va absorber très vite, mais quand vous allez remonter à une vitesse raisonnable, il va relâcher très vite. Et donc ce compartiment-là, il sera responsable de très peu de temps de palier. En revanche, si vous restez que à 10, 15 mètres, 20 mètres, un peu longtemps, c'est probablement ce compartiment-là qui va vous amener à avoir quand même des paliers. Si vous restez 45, 50 minutes autour de 20 mètres, vous allez avoir des paliers. Maintenant, à l'inverse, quand vous descendez profondément, plus vous descendez profondément, plus les compartiments dans les périodes, on dit, donc le temps d'absorption sera long, vont quand même se charger. Et plus ils se chargent,
ben, plus ils mettront de temps à se décharger. Et c'est eux qui vont être responsables d'une bonne partie des paliers que vous aurez à faire dans des plongées profondes. Donc, et tout ça, bah, ça se mélange. Et suivant les profondeurs et les temps auxquels vous allez, eh bien, c'est pas toujours le même compartiment qui va être le plus critique. Et donc, le boulot des ordinateurs, bah, c'est de calculer dans leur modèle tout ce qui se passe pour toutes ces parties différentes de votre corps en fonction du modèle de plongée que vous avez suivi. Donc, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais sachez que c'est ça le principe sur le fonctionnement des ordinateurs. Et donc, nous, dans la suite des explications, ben, on ne va s'intéresser qu'à un seul compartiment, peu importe lequel, mais ils se comportent tous de la même façon. Simplement, ce qui change, c'est la vitesse à laquelle ils se remplissent et la vitesse à laquelle ils se relâchent. Et tous ont le même genre de comportement. Et vos ordinateurs, ben, ils calculent pour ces 16 compartiments ou 12 ou 15, suivant les modèles, ils calculent ça en permanence et ils vous font faire les temps nécessaires pour une décompression raisonnée, c'est-à-dire qu'ils restent toujours en dessous du seuil de la sursaturation critique, celle où apparaissent les bulles, pour le compartiment le plus pénalisant. Ça va, ça? Alors, nos fameuses M-values, de quoi est-ce qu'il s'agit? Ben, nos M-values, alors, c'est ça le sujet critique dans tous les modèles dont on va parler. Donc, de quoi? Alors, ces petits schémas que vous voyez assez couramment, ben, c'est quoi? Alors, il y a une première droite qui est la droite des pressions ambiantes, c'est-à-dire c'est une droite dans laquelle on représente d'un côté la pression absolue en abscisse, donc horizontalement, et en verticale la pression dans le compartiment, donc dans le liquide. Donc, vous avez la droite dite des pressions ambiantes, c'est-à-dire qu'à une pression donnée, si dans l'environnement, vous avez la même pression que ce qu'il y a dans le tissu, ben, il ne se passe rien puisqu'il y a l'équilibre. On est dans le système de mon piston de tout à l'heure, où après un certain temps, ben, il y a la même pression dans l'environnement que dans le tissu. Donc là, il ne se passe rien. On est en sécurité. Pas de bulle, pas de problème. La droite dite des M-values. Le M de M-value, je vous dis, ça veut dire maximum values. Donc ce qu'on a montré, c'est que suivant la pression, eh bien, les compartiments en question acceptaient une surpression avant de faire des bulles. Donc cette droite des M-values qui n'est pas parallèle à l'autre, vous voyez que en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est plus tolérante plus la pression absolue est importante et moins tolérante plus on se rapproche de la surface. Vous avez le 1 bar verticalement là qui est la surface hein, et vous voyez que la différence entre les deux courbes qu'on appelle le gradient en physique ça veut souvent dire différence, hein, pour faire simple. Donc la différence entre les deux, elle est d'autant plus grande, plus la pression absolue est importante. Donc pour nous, plongeurs, plus on va profond. Donc plus on va profond, plus chaque compartiment acceptera plus de différence entre sa propre pression et l'air ambiant avant de faire des bulles. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes à une pression absolue donnée, ben, si vous êtes à l'équilibre, c'est-à-dire si votre situation, c'est de dire ça fait un moment que je suis à cette pression et que maintenant il faut que je remonte, quand vous remontez, qu'est-ce qui se passe? Ben, votre pression absolue diminue. Et si en diminuant, elle rencontre la droite des M-value et elle la dépasse, si elle la dépasse, ben, vous allez faire des bulles. Là, vous êtes en situation pathologique. On va voir ça sur des exemples juste après. Alors, les gradients facteurs, c'est quoi? Ben, les gradients facteurs, ben, c'est une marge de sécurité qu'on se donne par rapport à la droite des M-values. Donc les M-values, c'est une valeur théorique qui est le maximum acceptable et on dit que ben, jusque-là, on ne va pas faire de bulle. Quand on utilise des gradients facteurs, ben, ça veut dire qu'on se donne une marge par rapport à cette droite. Et donc, pourquoi on parle de gradient factor? Je dois avoir une facilité pour vous montrer des choses. Si je clique là-dessus, je devrais avoir un pointeur laser, normalement. Voilà. Donc, quand on se donne le gradient maximum entre ce qu'on appelle 0%, c'est la droite
d'équipression entre l'ambiance et le tissu. 100%, c'est la droite des maximum values. Et nous, quand on dit on va régler notre ordinateur avec certains facteurs de gradient, ça veut dire qu'on va fabriquer une droite intermédiaire qu'on va décider de ne jamais franchir. Donc la théorie nous dit, si on franchit cette droite-là, on est en danger. Vous voyez mon pointeur rouge là? Oui, on voit. D'accord? Donc si on franchit cette droite, on est en danger. Donc si on va de ce côté de la droite, on est en danger, on fait des grosses bulles. Si on est ici, si on est en deçà de cette zone de pression, d'équipression, on est juste en sécurité, on est en train simplement d'absorber, de dissoudre du gaz. On ne fait pas de bulle non plus. Si on est sur cette droite, on est en équilibre. Quand on est entre les deux, ben on est dans une zone acceptable. Maintenant, la question est de savoir jusque où c'est acceptable. La théorie nous dit que c'est jusqu'à la droite des m-values. Et les gradients factors, ça nous permet de définir une courbe qui est plus en sécurité parce qu'elle se situe entre les deux, avec deux valeurs. L'une qu'on appelle la valeur basse, la valeur low factor sur mon schéma ici. Donc ici, j'ai dit 25%, ça veut dire que j'ai pris 25% de la différence entre ma courbe d'équipression et ma courbe des m-values pour cette valeur dite low. Et pour la valeur I, j'ai pris 85%, donc ce qui me donne ici 85% du gradient entre les deux sur cette courbe. Et ça me donne une courbe intermédiaire qui n'est pas tout à fait à la même pente que la première, que la droite des équipressions, bien sûr, mais qui n'est pas non plus la droite des m-values. Et moi, je dis, pour des raisons de sécurité, si je règle mon ordinateur comme ça sur ce qu'on appellera, on dira 25-85 sur ce schéma, eh bien, je me donne comme zone de sécurité toute celle qui est en vert en dessous de cette droite que j'ai décidé d'utiliser. Et donc, je serai très éloigné de cette zone de danger, en quelque sorte, qui est au-delà de la droite des m-values. Et vous voyez que si je règle mon ordinateur avec des paramètres qui soient 100-100, ça veut dire que je me donne zéro marge de sécurité. Je me mets sur la droite des m-values. Si je me donne 0-0, je ne peux pas plonger en gros, hein, parce que ça veut dire que je ne vais jamais tolérer de dépasser, de laisser dégazer mon organisme. Donc 0-0, vous ne pouvez jamais remonter. 100-100, vous êtes sur la tolérance maximum. Et tout le reste, c'est intermédiaire. Alors, impact sur les réglages de la plongée pour vous montrer comment il faut interpréter ces schémas quand on est en plongée. Alors voilà un schéma un petit peu plus compliqué. Imaginez que je sois en plongée profonde. Donc, on retrouve le même schéma tout à l'heure. Et au bout d'un certain temps, je me trouve ici dans cette situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pression absolue, elle est ici. Donc, je suis assez profond, hein, puisque je suis assez loin de 1 bar. Donc, la pression ambiante, elle est là. D'accord. Et le compartiment auquel je m'intéresse, il n'a pas encore dissous tout ce qu'il pouvait dissoudre, parce que s'il pouvait tout dissoudre, je serais là. D'accord? Donc on est sur un compartiment qui est encore en train d'absorber de l'azote. À ce moment-là, je décide de remonter. Quand je décide de remonter, qu'est-ce qui se passe? La pression absolue diminue. Je me déplace sur cette courbe et en même temps que ça, je commence à relâcher de l'azote. D'accord? Je relâche de l'azote et mon ordinateur, qu'est-ce qu'il va me dire? Ah, quand j'arrive à la droite qui est ici, celle que je me suis fixée, il va dire stop. Parce que si on la dépasse, ça veut dire qu'on risque de faire des bulles. Moyennant les marges de sécurité qu'on s'est données, bien sûr, hein. La théorie nous dit on peut aller jusque-là. Donc vous voyez que sur ce schéma, si j'accepte l'idée de suivre la théorie, j'ai fait mon exemple de sorte à ce que je puisse remonter sans palier. Puisque je ne ferai des bulles qu'au-delà de cette courbe, et il se trouve qu'ici je suis à 1 bar, donc je suis à la surface, donc pas de problème. Donc si je ne me mets pas de marge de sécurité, je peux remonter directement sans faire de palier. Je me suis mis une marge de sécurité, donc je rencontre ma courbe, celle que j'ai programmée sur mon ordinateur avant d'atteindre la surface, donc je fais un palier. Et mon ordinateur, qu'est-ce qu'il va calculer? Il va calculer un temps de palier qui va me permettre de passer au palier suivant.
Donc en l'occurrence ici, puisque assez probablement sur mon schéma, ce sera un palier à 3 mètres, donc il va s'arranger pour me mettre une durée qui va correspondre au temps nécessaire pour diminuer la dissolution des gaz dans les tissus, donc diminuer la tension dans le compartiment, c'est-à-dire la quantité de gaz qui est dans le compartiment, de sorte à ce que quand je reprendrai ma remontée à vitesse contrôlée, j'arrive ici à 1 bar à la surface, toujours sur ma courbe verte de sécurité. Ouais, Et c'est vous plus voyez, clair en fait avec les mouvements que tu décris. Avant, j'avais un peu du mal à visualiser, mais là, je comprends en fait ce que tu veux dire. Et d'accord? pratiquement, Eric, ça veut dire que les ordinateurs, par défaut, sont réglés sur la courbe des M-value? Ah non, non, non. Quand tu l'achètes dans le commerce, il est en général pas réglé là-dessus. Ça dépend des marques, mais c'est quelque chose que je vous encourage, et on va en reparler dans la forme de conclusion, parce que ça dépend des marques. Par exemple, un Genius Marès, sous contrôle d'Eric, il doit être réglé à 85-85, je crois, en sortie d'usine. Ouais, c'est Ah ça. ouais. Un 85-85? Shearwater, il doit être réglé à 40-80, 40-70, quelque chose comme ça. Le Genius, je crois que c'est 85-25. Non, Comment? Le non, non, Genius, non, c'est un 85-85 Non, c'est comme le quad. ah ouais. 85-85 en Ouais. origine. Ouais. Comme Mais tu Marès, peux, il mais règle t'as à. Enfin, des. le premier, le défaut, je dirais, il est à 85-85. Tout à fait. Par contre, tu peux régler à 85-25. Hein. Oui, oui, Ta tu courbe peux verte, après tu peux la mettre en choisir. 85-25. C'est pour ça que dans l'exemple. On parlera des réglages après, hein. Ce qui est important D'accord. déjà, c'est de comprendre ce que ça veut dire, ces chiffres, Ouais. et de voir l'impact que ça peut avoir à travers ces petites courbes. Donc faites attention à ça, c'est un truc qu'il faut regarder dans la notice de votre ordinateur. Donc retenez ce que je viens de vous dire. Genius, c'est 85-85, je suis à peu près sûr de ça, confirmé par Patrice. Et Shearwater, je peux vous dire que c'est 40, je crois que c'est 40-70 en sortie d'usine. Ce qui vous donne sur des plongées classiques, hein, vous prenez un Shearwater qui sort de l'usine et vous mettez en plongée, vous allez vous taper beaucoup plus de paliers que quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ce sont des ordinateurs qui sont faits pour des plongées techniques avec éventuellement d'autres gaz que de l'azote. Donc ils ont des marges de sécurité beaucoup plus importantes qui ne s'appliquent pas et qui n'ont pas de lieu de s'appliquer dans des plongées loisirs comme celles que nous pratiquons. Donc c'est extrêmement important de régler correctement son ordinateur par rapport à l'usage qui en est fait. On y reviendra tout à l'heure. Donc en fait, plus tu as ton GF low bas, plus tu as ton palier tôt. Plus tu risques d'avoir des paliers tôt, oui, bien sûr, tout à fait. Parce que plus tes paramètres sont bas, plus tu déplaces la courbe vers l'équipression, et plus tu vas avoir de paliers profonds d'un côté si tu as le deuxième paramètre qui est bas, et long si le premier paramètre est bas. Ok. Donc ça, c'est première remarque pour bien comprendre quel est l'impact de ce qu'on fait avec ces paramètres-là. Deuxième élément que vous devez aussi intégrer en regardant ce petit schéma, c'est que la vitesse de remontée, elle est extrêmement importante. Parce que vous voyez que quand votre ordinateur vous calcule la durée d'un palier, lui, il anticipe le fait qu'après, vous allez prendre une vitesse de remontée qui est celle qu'il a prévue. Parce que si vous remontez plus vite, il va se passer des choses tout à fait désagréables. Parce que si vous remontez plus vite, ce qui va se passer, c'est que vous allez entrer en collision avec la droite de sécurité bien plus tôt. D'accord? Mhm. Donc les vitesses de remontée, c'est pas juste pour jouer ou juste un paramètre comme ça. C'est extrêmement important de bien suivre et de ne pas aller plus vite que les vitesses de remontée préconisées par votre ordinateur. Et vous comprenez pourquoi un ordinateur va se mettre potentiellement en défaut quand vous êtes remonté du palier de 3 mètres à la surface beaucoup trop vite. Parce que si vous êtes dans son dernier palier, là, il vous a fait un palier de 3 mètres, vous l'avez respecté, tout va bien, il n'est pas en défaut, il considère que tout va bien. Puis là, vous remontez comme une balle, en arrivant à la surface. Peut-être que vous n'aurez pas dépassé la droite des M-value, mais en tout cas, vous aurez dépassé la droite que vous lui avez recommandé de ne pas dépasser. Et donc, il va se mettre en défaut. Et il y a plein de chances, il y a de bonnes chances pour qu'il vous arrive rien, mais il va vous mettre un gros truc rouge. D'abord, vitesse trop rapide, et puis si vous arrivez à la surface, il va se mettre en alarme. Hein, donc c'est vraiment très important d'avoir bien ça en tête, de bien voir ce qui se passe. Et puis vous êtes des plongeurs expérimentés, donc vous savez que plus on se rapproche de la surface,
plus on va doucement. Hein. Et de 3 mètres à la surface, plus vous allez doucement, plus vous allez dans le sens de la sécurité. Donc si c'est dangereux d'aller plus vite, parce que ce dernier tronçon de ma courbe, il va être plus redressé, donc il serait comme ceci, hein, si on va vite. Si au contraire il est plus lent, c'est pas grave, parce qu'il va être comme ça. Donc on reste en plein dans la zone de sécurité, il n'y a aucun problème. Donc plus vous remontez lentement au dernier palier, mieux les choses se passent pour vous. Alors, petite variation pour voir ce qui se passe si on joue avec les paramètres en question. Hein. Là, vous voyez que suivant le type de réglage qu'on se donne, là, par exemple, j'ai un profil de plongée. Donc, je vais vous présenter deux exemples avec des réglages caricaturaux pour que vous voyez l'effet que ça peut avoir. Hein. Un réglage 25-25, vous verrez jamais personne qui vous recommandera de faire ça, hein, mais 25-25. Et puis, sur le transparent d'après, le même profil de plongée avec un réglage 80-80. Donc avec un réglage 25-25, ce qui ne va pas changer, c'est le profil de la plongée. C'est-à-dire, on est ici, ça symbolise le trajet que vous avez fait en descendant. On augmente la pression absolue et on augmente en même temps la concentration. Ici, on fait un palier au fond. Typiquement, on est descendu sur une épave, on reste un certain temps sur l'épave et on commence à remonter. D'accord? Donc, si mon réglage c'est 25-25, vous voyez que mon ordinateur, il va me recommander de faire un palier ici, parce que là, je rencontre la ligne de sécurité que je me suis fixée. Donc, je fais mon palier. Il l'aura calculé pour que je puisse ensuite, un palier à 3 mètres sur cet exemple, très probablement, pour que je puisse remonter ensuite. Donc, voilà ce qui va se passer avec ce réglage 25-25. Maintenant, si on regarde ce qui se passe avec un réglage 80-80 sur la même plongée, vous voyez qu'avec un réglage 80-80, j'aurai pas de palier pour la même plongée. Parce que ma remontée à la bonne vitesse va me faire rencontrer la ligne en question à la surface. Donc votre ordinateur ne vous donnera pas de palier dans ce cas-là. Et puis si on a un réglage intermédiaire, un 40-80, vous voyez qu'on aura un autre palier, un peu plus court que le précédent, mais on aura un palier aussi. Donc, tout ça pour vous montrer que sur un même profil de plongée, les valeurs qu'on peut avoir peuvent varier dans des proportions considérables. Et tout à l'heure, la réaction qu'a eu Jean-Marc, pour l'avoir vécu, c'est que quand on se retrouve avec un binôme avec qui on n'a pas échangé avant la plongée, sur les réglages des ordinateurs, on peut avoir un peu de surprise. Et c'est jamais très agréable de se dire, quand on a déjà fait 5 ou 6 minutes de plongée, ou quand toi, on a 5 ou 6 minutes de palier à faire, et que votre partenaire vous annonce 12, 15 ou n'importe quoi, il y a déjà un effet psychologique qui est quand même pénible, parce que se dire 15 minutes à attendre que ça se passe, il aurait pu me prévenir avant que son ordinateur était durci, hein, ou qu'il avait un autre réglage. Donc, première chose, ce que je vous recommande, c'est avant de plonger avec quelqu'un, quand vous plongez avec des moniteurs, en général, on essaye de s'assurer de tout ça quand vous plongez si on fait des plongées un peu profondes. Assurez-vous de la façon dont sont réglés les ordinateurs. Connaître son ordinateur, c'est extrêmement important. Connaître les marques et leur comportement, c'est aussi important. Tous les ordinateurs n'utilisent pas des réglages avec des gradient factors. Par exemple, pour rester chez Mares, le quad Mares, il n'a pas ces réglages-là, mais il a des paliers de durcissement. Donc, sachez que le premier palier de durcissement d'un Mares quad, vous en apercevez très très vite sur une plongée à 40 mètres. Hein. Ça va vous donner des différences de paliers avec un Genius réglé d'usine, par exemple, qui sont assez phénoménaux. Du genre de ce qu'a vécu Jean-Marc l'autre fois en se retrouvant au palier. Ça Donc, dépendait quoi de Eric, hein. Moi, j'ai le dernier qui est sorti, j'ai un CI, et le CI, il fonctionne comme le Genius. avec des gradients factors. Très bien. Ouais. Ils ont changé leur algorithme, c'est parfait. Donc, moi, j'ai vécu des quads. Pierre Vidal a un quad ancien modèle, si je puis dire. Et je me suis aperçu de ça parce que je lui avais recommandé de durcir, sachant qu'il n'est pas tout à fait tout jeune, etc. Et voilà. Et ce qu'il a fait, sauf qu'on l'a payé au palier assez lourdement. Donc, Après, la différence entre le quad et le Genius, c'est que le quad, il est sur 8 compartiments et que le Genius, il est sur 12 ou 16, je crois, de mémoire. Ça a aussi un impact sur les différents tissus. C'est pour ça qu'en fait, il n'y avait pas jusqu'à présent de gradient factor sur le quad. alors,
l'évolution des ordinateurs de toute marque, hein, c'est de passer à des algorithmes avec gradient factor, parce que ça va dans le sens de la sécurité, hein, vous le voyez bien. Et surtout, ça change par rapport au modèle des tables et aux premiers ordinateurs, les anciens ordinateurs. Pour eux, enfin, la logique des M-value n'existait pas. C'est-à-dire qu'on considérait que la vitesse à laquelle, hein, ou la sursaturation critique, on disait dans le temps, c'est-à-dire la pression qu'autorisait un liquide avant de faire des grosses bulles, était indépendante de la pression ambiante. Et on a montré un peu plus récemment, ça date de moins de 10 ans, que ce n'était pas vrai et que ça dépendait de la pression ambiante. Et donc, c'est comme ça que la logique des M-values est apparue. Ça a eu une première modification sur les algorithmes. Et puis ensuite, on a vu les gradients facteurs. Est-ce que c'est clair, ça, cette façon dont ça fonctionne, à peu près? C'est clair parce que ça fait justement quand j'ai acheté mon quad CI, là, j'ai lu la notice avec beaucoup d'attention et ça n'avait pas cette clarté-là. Dans la notice, il te parle de que le GF Low, il te définit ton premier palier. Mais sans l'explication, là, sans graphique, moi, franchement, ça me parlait pas, quoi. Je comprenais pas à quoi ça correspondait. Et donc, le graphique te montre pourquoi. Donc, tu vois, Exactement, là, c'est plus très le C'est clair. lot est clair, hein. bas, bah, plus évidemment tu vas rencontrer tôt cette droite, et donc plus tu vas avoir tôt un palier, hein, C'est forcément. ça, c'est voilà, ce que je t'ai dit tout à l'heure pour être sûr que j'avais bien compris, mais non, là, c'est très clair. Et donc là, évidemment, j'ai considéré qu'on n'avait qu'un seul compartiment, hein, pour la clarté de l'exposé. J'essaie de présenter ça de façon à peu près claire. Mais en fait, ces courbes-là, il y en a une, votre ordinateur en calcule une en permanence pour tous vos compartiments. Et pour chacun d'entre eux, il y a une courbe de M-value. Pour chacun d'entre eux, il y a la courbe intermédiaire que vous lui avez fixée. Alors pour l'instant, les ordinateurs, à ma connaissance, ne font de gradient factor que globaux, c'est-à-dire les mêmes pour tous les compartiments. Hein, mais on pourrait imaginer que demain, on puisse régler compartiment par compartiment parce que je ne sais pas quoi, on aura fait une découverte nouvelle, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Simplement, votre ordinateur, il calcule ça en permanence. Alors, quelle conclusion en tirer sur ça? Le premier, c'est que le réglage des GF, c'est joli, on peut toucher, on peut faire tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas un choix aléatoire, hein. Donc, il faut savoir ce qu'on fait. Et ces réglages, ça permet d'augmenter évidemment la sécurité de la décompression. Vous voyez bien que plus vous écartez la courbe des M-value, plus vous vous donnez de marge de manœuvre, marge de sécurité. Donc là, je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, sur le Shearwater. Donc c'est 40-85. C'est parce que ce que je vous ai dit, c'est le réglage d'usine. Donc il faut... et voilà, donc c'est 85-85, je le confirme, hein, puisque je l'ai écrit là et je l'ai récupéré dans la doc de mon ordi. Donc c'est 85-85 sur les Mares. Donc quand vous plongez avec quelqu'un qui vous sort un Shearwater tout neuf dont il est très fier et qu'il n'a jamais réglé, ben, attendez-vous à avoir des paliers tôt et importants par rapport à un Mares que vous aurez sorti de sa boîte qui ne sera pas réglé de la même façon. Donc soyez pas surpris, c'est pas qu'il y en a un qui est plus sûr que l'autre, c'est des réglages différents et qui sont adaptés à des comportements différents. Ouais, mais est-ce qu'il faut pas justement lors des plongées, bah, s'assurer que tout le monde est câblé et paramétré de la même manière? Bah, pas nécessairement, mais au moins, il faut être prévenu. Il faut être Oui, prévenu parce que cette durée des faut être prévenu. paliers, elle va avoir un impact sur la DTR. De là, l'intérêt quand vous planifiez une plongée avec votre binôme. Alors, être prévenu pour pas être surpris, ce qui est quand même Ça, la c'est moindre sûr. des choses. Et le fait est que de toute façon, cette logique, vous allez vous en apercevoir au fond sur la DTR. Quand Hmm. vous allez vous dire, on fait une plongée sur épave et on limite la DTR à 15 minutes ou à 17 minutes ou à 20 minutes, peu importe, vous voyez bien que si votre petit camarade a un palier, un premier chiffre plus bas que vous, ben, il va avoir des paliers plus profonds. Donc, il va Hmm. avoir plus de paliers que vous. Vous le savez à l'avance. Donc, sa DTR va atteindre la limite avant vous. Hmm. Donc, si vous n'avez Ouais, pas échangé avant, ben, quelle décision vous allez prendre au fond? Imaginez que vous, votre système, vous soyez à une DTR de 10, vous vous êtes fixé 15, vous êtes à 10, et lui, il dit je suis à DTR 15. 15, on remonte. Vous allez dire, ben non, il est narcosé. Ouais. Rappelez-vous qu'on parle de plongée profonde. Donc une plongée Ouais, profonde, ça se planifie. Et se planifier, ça veut dire on ne réfléchit pas à ce qui se passe au fond. On a décidé avant
et on exécute au fond. On a dit 15 minutes, on a dit 15 minutes. Si vous êtes parlé avant, vous savez qu'il y a un ordinateur qui est réglé de façon plus conservatrice que le vôtre, et vous ne serez pas surpris de l'entendre vous dire qu'on est à 15 minutes alors que vous n'êtes qu'à 10 de DTR. Donc pas de problème, on exécute ce qu'on a dit. Ou bien, comme tu le dis Jean-Marc, on s'arrange pour que on respecte le même genre de comportement les uns et les autres. Hmm. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prévoir avant. Ça fait partie de la planification de la plongée. Après, vous avez aussi des ordinateurs qui proposent des paliers profonds. Aujourd'hui, il y a, comme dans tous les systèmes de décompression, c'est des systèmes qu'on connaît assez mal, qui sont fondés sur beaucoup de modélisation maintenant, beaucoup d'expérience également maintenant. Et ce qui semble se faire comme conclusion, c'est que les paliers profonds que proposent certains ordinateurs sont vraiment à bannir parce que c'était un moyen de sécuriser, soi-disant, les plongées sur des algorithmes anciens. Quand on a des ordinateurs avec les GF, il vaut mieux simplement mettre ça en place. Donc, certains ordinateurs proposent les deux. Exemple, le Genius de Mares, hein. Donc, sur un Genius, moi, je vous recommande de désactiver les paliers profonds. Si vous avez un réglage de GF qui est raisonnable, c'est très largement suffisant. Petit point, ce qui est important, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir une mesure de ce qui se passe quand vous faites des plongées profondes. Et donc aujourd'hui, il y a des outils complémentaires qui existent, hein. Donc par exemple, je vous cite ici un outil qui est proposé par la société Odive. Je n'ai pas d'action chez eux, hein. Si j'en parle, c'est parce qu'à ma connaissance, c'est le seul qui fait ça, qui permet de mesurer le comportement de votre corps à vous, en plongée après une plongée profonde. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un petit dispositif qui est une petite sonde. Je vais vous la montrer, j'en ai un. Une petite sonde comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vous montre dans la main, là. C'est une petite sonde toute petite qu'on utilise après la plongée, qu'on place ici sur les clavicules, hein, et qui est c'est un petit Doppler en fait, hein. C'est un petit échographe, un mini échographe qui mesure dans votre circulation sanguine ce qu'il reste comme bulles d'azote qui circulent. Quand vous sortez d'une plongée, il y a des bulles qui circulent. Elles ont une taille suffisante pour être évacuées par la respiration normale, hein, mais il y a des bulles, plus que naturellement. Et donc cet appareil-là, il mesure ça. On fait deux mesures, une en sortant 30 minutes après la plongée et une autre 1 heure après la plongée. Ça donne des mesures que votre smartphone récupère bien évidemment. Et ça part chez Odive qui compare ce profil à des milliers et des millions, aujourd'hui ils en sont à des millions de plongées qui ont été faites avec des mesures de ce genre-là et qui en retour vous donne des indications sur le fait que vous faites en gros beaucoup de bulles ou pas beaucoup de bulles ou très peu de bulles. Donc vous recevez en retour une note entre 0 et 100. Si c'est près de 100, vous faites peu de bulles. Si c'est loin de 100, vous faites beaucoup de bulles. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire avec un outil comme ça? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? De vous dire, si vous ne faites pas beaucoup de bulles, vos réglages sont bien. Et si cet outil vous dit que vous avez tendance à faire un peu plus de bulles, peut-être qu'il faut justement jouer sur les GF pour sécuriser les temps de décompression et augmenter les temps de décompression et améliorer ainsi le comportement de votre organisme par rapport aux pressions que vous lui faites subir dans des plongées profondes. Donc il y a une rétroaction qui s'intéresse. Et là, on a quelque chose qui me semble intéressant puisque ça fait intervenir la physiologie individuelle de chacun d'entre nous. Et ça, c'est assez intéressant quand on a quelques facteurs, disons, potentiellement aggravants vis-à-vis des accidents de décompression, parmi lesquels, je ne ferai d'injure à personne ici il n'y a que Amine qui est un peu jeune par rapport aux gens qui sont ici, mais quand on commence à prendre un petit peu d'âge, on a tendance à rentrer dans des zones où les facteurs âge sont des facteurs qui peuvent augmenter les risques d'accidents de décompression. Donc surveiller ça, c'est pas mal.
Donc, moi, j'ai acheté ça pour cette raison, hein, pour surveiller un peu ce qui se passe. Et du coup, je me suis aperçu que le réglage de mon ordinateur, que moi, personnellement, j'ai réglé à 80-80 en termes de GF. Et vous entendrez beaucoup de gens vous recommander d'utiliser ce réglage-là. C'est pas une valeur, c'est pas une vérité première, hein, qu'il faut prendre au pied de la lettre. C'est un réglage qui est à peu près raisonnable, un peu plus conservateur que le réglage d'origine des Marès, hein, dont on parlait il y a quelques instants, et qui, pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne Clément Marc aussi, qui a le même genre d'outils, pour ce qui concerne au club, je connais aussi Renato, qui a le même genre d'outils, nous amène à avoir des taux de bulles qui statistiquement ne nous exposent pas à des accidents de décompression. Après, Quel ordre de prix pour ton capteur? c'est pas tout à fait donné. Ça doit être, je crois que c'est dans les 500 ou 600 balles. Ah ouais, quand même. Ouais, mais bon, c'est le prix d'un ordi, hein, donc voilà. Et derrière derrière ces deux instruments, faut quand même pas oublier qu'il y a notre peau. Donc c'est agréable de faire de la plongée, c'est agréable et comme je dis souvent, pour moi le critère premier c'est de prendre du plaisir en sécurité. Donc tout ce qui permet d'être sûr, on n'est jamais certain de rien hein, dans ce domaine-là, vous le savez très bien, mais tout ce qui va dans le sens de maîtriser tout ce qui est maîtrisable, et ce dont on vient de parler ici, c'est quelque chose qui est dans une large mesure maîtrisable, me semble valoir le coup d'être regardé. Donc voilà ce que je voulais vous raconter là-dessus. J'espère que ça vous a permis de comprendre à peu près au moins le principe et comme disait Patrice tout à l'heure, d'être capable de mieux interpréter ce qui est écrit dans les notices qui sont quelquefois abscondes sur le sujet. Mais voilà, je voulais vous parler de ça de sorte à ce que, au moins, si vous jouez avec ces paramètres, vous sachiez quel impact ça a, ce que ça fait et pourquoi ça le fait, et par rapport à quel fondement scientifique et quelles observations on a cette mécanique. Et du coup, très concrètement, Eric, sans faire de mesure instantanément, là, tu nous conseilles de mettre quoi comme réglage, hein? Moi, j'avoue qu'au début, me sentant plutôt en forme, avec pas de facteur de risque connu, j'étais parti sur 85-85 et puis finalement, bah, pour en avoir parlé avec toi, j'ai plutôt baissé mes réglages, hein. Toi, tu parles de 80-80, mais toi, tu as mesuré. Est-ce qu'il faut mettre un peu en dessous de ça? Enfin, est-ce que tu as une valeur Bah, écoute, standard en tête? ben moi, je te dis, ma valeur standard, c'est 80-80. Et pour être très concret, pour vous citer une anecdote, hein, cet été, vous savez que je fais de l'encadrement en Corse, hein, et j'ai eu ce problème. C'est ce qui m'a décidé de faire cette présentation avec quelqu'un qui avait eu, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, un cadeau d'anniversaire ou je sais pas quoi, qui avait joué avec les réglages et machin, et c'est avec lui que j'ai eu le plaisir de découvrir beaucoup de paliers sur une plongée où il n'y aurait pas dû y en avoir, si tu veux. Donc, je lui ai demandé quel réglage il avait fait, et donc il avait des réglages complètement. Je ne savais pas ce qu'il avait fait, mais il avait bougé ses réglages, donc voilà. J'ai demandé à Geoffrey Jones, qui est le patron du centre en Corse. Pour ceux qui ne le savent pas, Joe a été pendant au moins une dizaine d'années le patron de la plongée en France, hein, et c'était lui qui dirigeait la commission technique, donc celle qui régit tout ce qui se passe en plongée, qui fait les standards, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a on va dire, une certaine expérience sur le sujet. Donc, je lui ai dit, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui conseille de changer CGF et moi, je lui dis, moi, j'utilise 80-80. Est-ce que je lui dis de faire ça ou pas? Il m'a dit, absolument, tu as raison, il faut lui dire. Et 80-80, c'est un réglage raisonnable qui est sécuritaire pour les gens qui n'ont pas de facteur de risque, qui sont en bonne forme physique, etc. C'est un bon réglage. Voilà. Donc, je pense 80-80, c'est un bon réglage. Ça augmente pas extraordinairement les paliers, un peu par rapport au réglage de base. Vous voyez, sur les courbes, vous voyez bien ce que ça va faire, hein. Donc, un peu plus. Moi, personnellement, avec mon bidule là, qui mesure les bulles, ça m'amène pour les plongées profondes à un niveau de bulle, enfin, dans les standards de haut dive, c'est la partie des plongées où il y a zéro risque, statistiquement, hein, j'entends. Donc, ça me va. Et puis, si un jour je m'aperçois que je me mets à faire plus de bulles,
ben, je ferai deux choses. Si c'est juste un petit peu plus, ben, j'augmenterai mes gradients facteurs. Si c'est vraiment plus, j'irai consulter un médecin pour comprendre pourquoi, quoi. Donc voilà. Où je me Et les dirais, mesures, tu les fais régulièrement, Eric? j'ai atteint l'âge où il faut que j'arrête de faire de la plongée profonde. Tu les fais régulièrement, les mesures, Eric? Je t'ai jamais vu faire. Ben, on n'a pas fait beaucoup de plongées profondes ensemble, mais oui, je l'ai fait, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Donc, ben, je sais pas, l'année dernière, par exemple, on a fait pas mal de plongées. J'en ai fait, je sais pas, une quinzaine à borne, là, tout au-delà de 40 mètres et certaines jusqu'à 60. On faisait systématiquement. D'accord. Et ça attirait le regard de tous les gens qui étaient sur le bateau. Enfin, tu vois le bateau, comment il est à bord, mais il y avait deux gugus qui faisaient leurs mesures, là. Donc, évidemment, assez rapidement, ça a amené du monde autour de nous pour voir ce qui se passait. Ok. Et je pense qu'il y en a un certain nombre qui l'ont acheté après. Voilà. Très bien. D'autres Ben, questions, des remarques, merci. des interrogations, des choses qui vous paraissent pas claires? Non, mais comment ils font les constructeurs alors pour fixer leur barème, enfin ils ont leur propre courbe à eux, et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est nous, dans la mesure où on les modifie, on prend vachement de responsabilité, hein. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette présentation, pour que vous sachiez quel impact ça a, dans quel sens il faut les modifier pour Ouais, obtenir quel genre de résultats. Si tu veux. Leur barème à eux, il est très simple. Quand Marès te dit 85-85, bah, tu vois la limite des M-value, tu prends ouais, 85-85, tu t'es décalé, tu as augmenté la ouais, sécurité. ouais. Donc, bon, quelqu'un qui est en bonne santé, pas trop vieux, qui n'a pas de problème aggravant, qui a une santé cardiaque en bon état, parfait. Après, tu peux imaginer quelqu'un qui est un peu plus vieux, qui est un peu dans bon point, qui n'est pas en bonne condition physique, etc. Ben, on va se donner plus de marge de manœuvre. Hmm. Hein, tu vois, c'est ça. Après, c'est la responsabilité individuelle, comme beaucoup de choses en plongée. Je veux dire, les tables de plongée qu'on enseignait auparavant et avec lesquelles on plongeait, je vous rappelle qu'elles étaient faites pour des gens de 25 ans en bonne condition physique, d'1,75 m et de 70 kilos. Ah, c'est nous, ça, tu nous décris, Absolument, là. c'est exactement nous, Hmm. tout à fait. Donc voilà, je ne suis pas sûr des chiffres, hein, mais c'est le genre. Et MN, ça veut dire Marine nationale, hein, donc c'est Ouais, ouais, je me souviens. des gens en excellente condition physique. Donc, et on appliquait ça de la plongée loisir. Donc bon, depuis, on a quand même sérieusement augmenté les marges de manœuvre. Et n'oublions jamais le facteur physiologique personnel. Donc c'est Ouais. important de prendre des marges de sécurité. OK? Ok. Hmm, hmm. Eh bien, merci beaucoup. Merci Eric. Ben non, Merci mais à merci à toi. toi. Eric, Eric. très intéressant. Merci à toi, on a appris des choses, nous, les vieux Ouais, plongeurs. ouais, Ben, tant clairement. mieux, Merci beaucoup. Très positif. intéressant. Merci Eric, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Ciao. Bonne Merci. soirée. Bonsoir. J'ai fouillé mon G2 pour savoir de quoi il s'agit là-dessus. Comment? J'ai fouillé mon G2 là, que j'ai acheté récemment aussi pour voir ces Tu vas fameux. pouvoir relire la doc maintenant. Voilà, c'est ça. Oh, bah, c'est ça. C'est ça, on doit relire, oui. C'est ça. Exactement. Ouais. Allez, bonne soirée. Ciao. Merci Bonne encore, merci soirée. Eric. Merci, Au Bonne ciao. revoir. soirée. Ciao. Ciao, ciao. Bonnes vacances.